Bonjour à tous, où que vous soyez. Bienvenue au podcast Pour les Pères de True North Odyssey. Vous êtes chaleureusement invités à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Nous aidons les hommes concernés par leurs différents rôles, le père, l'époux, l'amant, l'homme, en partageant des expériences et des outils testés sur le temps. Aujourd'hui, je rencontre Fabien. Fabien vient de Liège, en Belgique, et a fondé les ateliers Papa. Fabien va nous expliquer pourquoi il a fondé ces ateliers, ce qu'on y fait et comment il voit l'avenir des papas. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Bonjour Cédric. Bonjour. On va commencer d'abord par peut-être nous expliquer qui tu es et puis ce que tu offres comme service. Avec grand plaisir, oui. Alors, qui je suis, évidemment, c'est un peu particulier dans le sens où en fait rien ne me destinait peut-être au service dont on va parler, les ateliers Papa. À la base, je suis physicien, donc je suis absolument pas du monde de la petite enfance, ni médecin, etc. Voilà, je suis papa de deux enfants. Une enfant qui est née il y a 7 ans, Marie-Lou, à l'hôpital en maternité, et puis Félix qui est né à la maison. Et je suis compagnon en fait de mon amoureuse qui a suivi une formation doula après la naissance du premier enfant. Et après la naissance du deuxième, a voulu aller encore plus loin et a suivi une formation sage-femme. Et donc, voilà, notre couple baigne dans la périnatalité comme ça depuis maintenant de nombreuses années. Oh, super. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est une doula? Parce que moi, j'ai appris pour la naissance de mon fils, mais je suis pas sûr que tout le monde le sache. Effectivement, oui. Alors, une doula, en fait, c'est un mot grec qui veut dire servante à la base. Et donc, c'était quelqu'un qui accompagnait les femmes qui accouchaient. Mais ici, maintenant, ça a pris vraiment une autre ampleur. Donc, euh, c'est des accompagnantes au sens large, très souvent, quasiment systématiquement dans la périnatalité, donc dans le monde de la naissance, mais ça peut aussi accompagner la mort ou différentes étapes de la vie. Mais ça, c'est déjà plus rare, c'est surtout au Québec. Et donc, ces doulas, en fait, elles vont accompagner les mamans et même les couples sur le plan humain, en fait, pas sur le plan médical, sur le plan humain. Donc, vraiment prendre le temps, être là en pleine présence. Ok. Et elle fait donc elle est disponible au moment de la naissance et elle est avec le papa pour assister aussi. Ou c'est Oui, alors évidemment, il n'y a pas de recette. Chacun peut décliner ça à sa sauce, mais effectivement, souvent, les doulas sont là au moment de la présence pour soutenir sur le plan, voilà, le plan humain, le psychologique. plan mental, Ouais. le couple dans cette épreuve particulière. Épreuve D'accord. qui peut être un mot péjoratif, mais ça peut être aussi très très positif. Évidemment. Je parle de cette épreuve. Voilà. Et quand est-ce que tu as commencé les ateliers papa alors? Alors ça s'est mis tout doucement. Il y a eu quelques éléments déclencheurs, un ami qui a fait une dépression du postpartum, donc, vraiment quelques jours après la naissance de son enfant. En gros, il s'est enfermé dans sa chambre, il a quitté son boulot. Une connaissance ou voilà, son conjoint l'a quitté quelques jours avant la naissance. Et j'ai été plusieurs fois lancé plusieurs fois suggéré l'idée. Et on en avait discuté en couple, évidemment, avec ma compagne de cette idée-là. Mais au départ, ça remonte aussi à des implications, des discussions que j'avais avec des doulas et des sages-femmes lors de salons consacrés à la périnatalité, puisque j'ai une petite activité complémentaire dans des listes de naissance. Et donc, en fait, tout ça ensemble, à un moment, ça a fait que voilà, l'idée était là depuis longtemps. Puis après, avec ces gros événements, donc la dépression de mon ami et mon ami qui s'est fait quitter par son conjoint juste avant la naissance, ça a été vraiment là le déclic. Je me dis, ok, non, maintenant, là, c'est plus possible, on y va. Je vais me lancer dans des ateliers pour papa. Et donc, j'ai commencé à créer le site en me disant, ben, voilà, en même temps, je prépare les ateliers, en même temps, je prépare le site web. Et puis quand je serai prêt, je communiquerai un petit peu. Mais en fait, comme il n'y a pas d'autres ateliers pour papa proposés en Belgique, directement, on tape atelier papa et on tombe sur mon site. Et en fait, très très vite, la semaine suivante, j'ai été appelé par une association pour donner un atelier pour les futurs papas. Je n'étais pas prêt. Et ils m'ont un petit peu poussé en me disant, ouais, mais c'est pas grave, on fera ça dans 2 mois. J'ai accepté. Et puis donc, je me suis lancé beaucoup plus vite que prévu finalement dans cette aventure. Et c'était il y a déjà un petit peu plus de 3 ans. 3 ans, d'accord.
Et donc, pourquoi un atelier pour papa et pas pour parents alors? Alors, parce qu'on remarque qu'en fait, les papas sont un petit peu délaissés dans ce domaine-là. D'ailleurs, l'initiative est vraiment accueillie vraiment à bras ouverts par tous les gens que je côtoie, que ce soit des sages-femmes, des doulas, des gynécologues. Les papas le disent eux-mêmes, hein, ils sont un petit peu transparents en fait dans cette période lors de la grossesse, les futurs papas. Hein. Notamment, j'aime bien prendre l'exemple, donc si on va dans un magasin de bricolage avec sa compagne et que notre compagne pose des questions au vendeur, ben on va voir le vendeur qui va souvent répondre uniquement au papa. Et ben voilà, on a vraiment une question de genre, quoi. Et ben dans le milieu de la périnatalité, c'est exactement l'inverse. Si le papa pose des questions, la question peut rester sans réponse ou on peut répondre en s'adressant à la maman. Et donc on sent qu'il y a vraiment un déséquilibre. Et alors on a cette difficulté où on souhaite maintenant que le papa soit le plus impliqué possible, mais la société ne laisse pas encore cette place. Là, de manière, en tout cas, même si elle a la volonté, la société a la volonté que le papa prenne aussi cette place de manière, souvent inconsciente. En fait, on ne laisse pas cette place au papa et les papas le disent eux-mêmes. C'était le cas pour moi aussi. On n'est vraiment pas préparé. On discute quasiment jamais avant que notre compagne soit enceinte. On ne discute quasiment jamais de paternité, de naissance, etc. Donc, c'est un monde qui nous est vraiment inconnu. Et si on veut pas être largué directement, il y a vraiment des outils à acquérir pour pouvoir s'équiper, pouvoir prendre son rôle de conjoint et de papa. Et donc, c'est vrai que c'est une question qui est assez difficile parce qu'on pourrait se dire les mamans pourraient très bien venir à l'atelier. C'est vrai que c'est finalement surtout quelque chose lié au couple, la parentalité. Mais il y a quand même besoin de se retrouver entre nous, de pouvoir échanger nos difficultés, justement parce que aussi parfois on connaît tellement peu de choses, on a parfois un peu cette crainte d'avoir l'air ridicule avec nos questions. Et alors là, on axe en fait les ateliers sur justement, on pourrait dire, c'est vrai que le terme papa est peut-être un peu abusif, c'est le coparent. Donc en fait, si jamais un couple de deux femmes, en fait la femme la coparente est tout à fait la bienvenue parce qu'en fait, il y a une place qui est quand même particulière, c'est celle de la personne qui va accompagner à l'accouchement et on va aborder tout le côté de la physiologie, quelle place on doit faire. Beaucoup de papas pensent qu'on a un rôle de coach vraiment très actif à encourager. Allez, vas-y, pousse, pousse, pousse. Et on voit qu'au niveau de la physiologie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc, il y a vraiment des outils spéciaux pour le coparent qui est, dans mon cas, je n'ai jamais eu que des papas, je n'ai jamais eu de coparente. Donc voilà. Ouais, j'aimerais réagir à ça parce que moi quand mon fils est né, on avait suivi une formation qui était relativement complète et ça m'a bien aidé. Et je voulais réagir aussi au fait que les mamans soient contactées. J'ai eu un exemple probant il y a 15 jours où j'ai appelé le médecin parce que mon fils avait un problème à son pied. Et ils ont contacté sa maman. Donc, quand j'ai fait le suivi, on a tout géré avec votre femme, il n'y a pas de problème. Merci de me le dire. Ouais, c'est vraiment comme ça, moi, des exemples comme ça, c'est révélateur hein, de la société et voilà, et les raisons historiques sont vraiment là. Je crois qu'il faut absolument pas en vouloir. Oh non, absolument pas. Le problème est réglé, donc de mon côté, ça allait. En plus, c'est simplement. Tout à fait, c'est sûr, c'est le plus important, mais c'est quand même symptomatique de la société dans laquelle on est. Et des exemples comme ça, moi, j'en ai vécu de nombreux et pendant les ateliers, les papas m'en rapportent vraiment, vraiment souvent. Et voilà. Et donc, ça montre qu'il y a quelque chose à changer. C'est un petit peu, je compare ça aussi à l'égalité au niveau des partis politiques, etc. Pour le moment, on doit un peu forcer la balance pour pouvoir faire en sorte que le papa prenne plus de place, mais l'idéal à terme, c'est effectivement qu'en fait, il n'y ait même pas, j'ai envie de dire, des ateliers papa, que ce soit des ateliers parents, et qu'on soit dès le début sur le même pied d'égalité, et que, voilà, mais ça, je ne sais pas pour quand ce sera. Ouais, non, ça va prendre du temps, hein.
c'est pas pour tout de suite. Est-ce qu'il y a un papa type qui vient à tes cours ou est-ce que c'est tu as tous les genres de pères? Non, je dois bien reconnaître voilà, c'est quand même souvent des papas qui ont un diplôme d'études supérieures et puis qui ont, voilà, quand même déjà une réflexion là-bas sur l'accouchement. Souvent, ce sont des couples qui ont décidé d'accoucher en maison de naissance, ou faire des accouchements à domicile. Voilà, donc ça reste un public effectivement qui n'est pas représentatif de la population en général, mais ça c'était surtout avant, lorsque les ateliers se faisaient en présentiel. Maintenant, avec des ateliers qui se donnent en ligne, et les canaux de diffusion sont différents, et alors là, on arrive à toucher un public plus large. Et donc là, voilà, ça, du coup, ça prend encore plus de sens pour moi, parce que finalement, avant, j'ai presque envie de dire que je parlais à déjà des gens informés et convaincus voilà, de la physiologie, par exemple, et voilà, qui étaient déjà bien informés sur le sujet. Maintenant, on touche des papas beaucoup plus larges. Est-ce que les hommes viennent de leur plein gré ou bien est-ce que ce sont les mamans qui les poussent un peu? Là, on voit quand même une évolution, je trouve. Déjà, en 3 ans, au départ, je n'avais quasiment que des papas qui venaient via la maman, les mamans qui inscrivaient, et donc de nouveau, on sent encore avec cette charge mentale, hein, c'est les mamans qui prennent le devant, c'est les mamans qui inscrivent, et donc on a toujours cette société où c'est le papa qui est un peu en retrait. Mais quand même, on voit que ça change. Maintenant, de plus en plus de papas viennent par eux-mêmes. Déjà, j'en ai eu un très récemment. Il venait d'apprendre, il y a 2 jours qu'il allait être papa. Paf, il avait cherché des ateliers, il s'inscrivait. Donc, oui, joli. Ouais. Anticipé. Je pense qu'il doit déjà sauver pour les études supérieures, lui. Qu'est-ce que tu couvres durant tes cours? C'est sur combien de temps ces cours? Il y a vraiment différentes formules. Les ateliers qui se font en présentiel, donc pour le moment, je les organisais pas par moi-même, dans le sens où c'était une association, une structure étatique ou peu importe, donc qui organisait l'événement et qui faisait appel à moi. Et donc là, généralement, c'est des ateliers de 2-3 heures. Et il y a toujours 2 thèmes que j'aborde. Le premier, c'est moi qui tient fortement, c'est la présence ou non du papa à l'accouchement, parce que pour le moment, on a presque l'impression que c'est obligatoire, que si un papa a envie de dire non, moi je n'assiste pas à l'accouchement, voilà, il a déjà raté sa paternité, c'est un mauvais père, alors que pas du tout. La présence du papa peut avoir des conséquences plutôt dommageables, hein, tout comme elle peut avoir un apport très positif, hein, mais ça dépend comment ça se passe et comment c'est préparé. Donc voilà, ça j'aborde, et puis surtout que ça débouche sur vraiment plein de choses au niveau de la physiologie, des hormones mises en place. Donc ça, c'est un premier thème que j'aborde à chaque fois. Et un deuxième thème, c'est la sexualité. Là, c'est lorsque justement je me lançais, j'avais demandé un petit peu les sujets qui semblaient importants selon mes contacts d'aborder. Et j'ai eu un retour du public féminin en particulier, vraiment très très fort sur la sexualité. C'était vraiment martelé, c'était super fort. Donc je me suis dit, ok, là j'ai bien compris le message, et puis je trouve ça effectivement évidemment super important. Et donc voilà, je me suis promis à moi-même et donc et dès lors à cette personne qui me le demandait de parler de sexualité périnatale, donc avant l'accouchement. Là ça va, mais c'est surtout pour ce qui concerne l'après, le 4e trimestre. Donc après la naissance, le postpartum. Mmh. Et c'est quelque chose qui est un blocage auprès des hommes, ou c'est les mamans qui demandaient parce que par curiosité, pour avoir des besoins d'information? Comment ça se passait? Non, parce que on sent qu'il y a des attentes, il y a des difficultés. J'aime une image que j'utilise souvent, c'est que le papa, au niveau du papa, au départ, on est un couple avec une femme enceinte, et on se dit qu'on va toujours rester un couple, qu'on va faire en sorte de rester fort, continuer à faire des activités ensemble, etc. Et puis après, il y a la réalité parfois qui nous rejoint, ou quand on revient, et c'est super important, il y a cet attachement de la maman pour son bébé, et le papa qui peut se sentir exclu.
et qui a l'impression que le bébé devient le centre, le centre du monde et que voilà, finalement, quand on s'entendait, on va rester un couple, on va continuer à faire des activités ensemble. Et ben, c'est peut-être pas, voilà, c'est pas ce à quoi le papa s'attendait. Et puis la sexualité qui est en baisse. Et donc on voit qu'on est vraiment sur deux niveaux différents, quoi. La maman qui est centrée sur le bébé et le papa qui s'en exclut, et même de son couple qu'il avait avant. Donc, il a du mal un peu à rentrer dans son rôle de papa. Et au niveau du couple, ben, voilà, le papa a des attentes, souvent au niveau de la sexualité, que la maman n'est peut-être pas du tout dans ce mode-là. Et donc, on sent que voilà, ça peut être une source de tension, de difficulté, voire de dépression. Et donc, voilà, j'aborde moi ces thèmes-là, savoir ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est classique dans un couple, quand est-ce qu'on reprend typiquement la sexualité ou pas, et quelles sont les difficultés, comment ça se fait que la maman n'est peut-être pas là-dedans, et qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre un peu le papa et la maman sur sur une zone un peu plus, une même ligne d'horizon, on va dire. Et en fait, on remarque au niveau de nouveau, il y a quelque chose vraiment de fort hormonal. Hein. L'attachement de la maman pour son bébé vient d'un pic d'ocytocine à la naissance. Et, et le papa, en fait, je vais vraiment l'inviter à paterner, donc à prendre soin, à prendre soin du bébé le plus tôt possible. C'est pas toujours facile pour la maman de laisser cette place au papa, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Mais en prenant cette place, non seulement le papa va s'occuper de son enfant, donc c'est une chouette interaction, il va s'en sentir utile et j'espère prendre du plaisir. Et il va avoir une chute de la testostérone, donc aussi des hormones liées à la pulsion sexuelle. Et en même temps, s'il gère, il y a la maman qui va se sentir soulagée d'un point. Ah, mais en fait, je peux me prendre un peu de temps pour moi, je peux me reposer, peut-être plus que me concentrer sur le bébé, et être admiratif aussi du papa, de ce qu'il fait. Et donc, on va avoir, du coup, on va diminuer un peu ces différences et ces tensions, et qui vont faire que le couple va peut-être pouvoir reprendre plus facilement soin de lui. Voilà, en gros, c'est ça qu'on aborde plus en détail. Mais, voilà. Ouais, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui, je pense, est important de partager. Et au final, que personne ne parle ouvertement comme tu le fais. Je pense que oui, ça doit être très, très intéressant. Tu parles. C'est vraiment Vas-y. C'est vrai que c'est ce que j'essaye d'apporter, parce que voilà, il y a maintenant de plus en plus de chouettes livres pour les papas, et j'essaie vraiment avec ce regard aussi de physicien, donc dans le sens où ma source d'information, elle est basée sur des livres, comme beaucoup, et des ateliers, des petites formations. Mais là où j'ai une spécificité, c'est que je vais vraiment chercher des informations dans la littérature scientifique, hein, les papiers peer-reviewed. Et donc voilà, il y a quelque chose un petit peu différent de ce côté-là, et j'aime bien aborder justement des sujets qu'on n'aborde pas généralement. Et voilà, et j'ai l'impression que voilà, ça porte ses fruits. Les papas déjà avec l'idée en tête que ok, c'est normal si on n'a pas une reprise de la sexualité directement, et je sais ce que je peux faire. Et donc voilà, je trouve que ce sont vraiment des clés utiles. Ouais, absolument, oui. Sur ton site, je suis allé voir et tu parles de neurosciences. Quel est le lien avec la paternité, ces neurosciences? Comment c'est mis en application dans tes cours? Alors, sur la paternité, mais de manière générale, là, les neurosciences, c'est même surtout en termes de parentalité, en fait. En fait, j'ai envie de dire, à l'époque, on avait, avant les neurosciences, donc cette possibilité d'aller voir ce qui se passait dans le cerveau avec des IRM, des électrodes, etc. On avait finalement quasiment que le retour du médecin qui disait le bébé, par exemple, il faut le laisser pleurer, hein, vous verrez, laissez-le pleurer pendant 2 semaines, après il pleurera plus. Et effectivement, ça marchait, mais il n'y avait pas d'études, pas de quelles étaient les implications, quels étaient les effets à long terme, qu'est-ce qui se passait dans le cerveau du bébé. Et maintenant, on a toutes ces informations, et en fait, il y a beaucoup de choses
sur lesquels on revient en arrière. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on revient en fait généralement sur les sentiments que la maman avait. Donc, de se dire que le bébé, c'est pas bon de le laisser pleurer, c'est quelque chose qui est difficile à faire, alors que le papa avait beaucoup plus facile à faire, surtout sur le conseil du médecin. Mais on voit qu'on était dans une société fort paternaliste, hein, et donc on laissait pleurer le bébé. Maintenant, on voit que c'est vraiment extrêmement mauvais au niveau de ce qui se passe dans le cerveau, des hormones générées. Et on voit que le niveau de stress de ces bébés, en fait, ils ne pleurent plus, non pas parce qu'ils ont appris à pas pleurer, c'est en fait, ils vont toujours tout aussi mal, ils ont leur niveau de cortisol, leur niveau de stress qui reste toujours aussi élevé, c'est juste qu'ils ne l'expriment plus parce qu'ils ont remarqué que ça servait à rien. Mais ce cortisol qui est dans leur cerveau, ça détruit littéralement le cerveau, et c'est extrêmement mauvais. Et donc, on a maintenant cette possibilité de le savoir. Par exemple, voilà, c'est un exemple qui est pour moi fortement parlant, quoi. Oui, nous on avait suivi une méthode d'un livre, et effectivement il fallait le laisser pleurer pendant 20 minutes, aller le câliner pendant 5 minutes et le laisser comme ça. C'était une période qui était extrêmement difficile. Je dois avouer, c'est moi qui m'en occupais et c'était pas des plus plaisants. Maintenant, après une semaine, il a effectivement arrêté de pleurer et il a fait ses nuits, mais c'est vrai que sur le moment, c'était assez difficile. Bon, il a 10 ans maintenant, il a l'air d'avoir toutes les cases là où il faut, mais oui. C'est intéressant quand même de voir que maintenant les médecins demandent conseils autrement. De pas laisser pleurer, conseil de pas laisser pleurer. Enfin, il y a différents pleurs, hein. Il y a des petits pleurs d'endormissement où là justement il faut pas aller. Donc ça, on essaye aussi on en parle évidemment dans les ateliers. Mais ça reste de toute façon, les nuits, ça reste un gros sujet qui est super difficile et je ne connais personne qui a les solutions miracles parfaites qui conviennent à tous les bébés, à tous les couples et toutes les solutions. Ça se saurait. Donc ça reste de toute façon difficile pour les parents, hein, les nuits, même si les neurosciences sont là maintenant. Ouais. Il y a toujours quelque chose. Il faut trouver la bonne méthode. Puis il faut qu'on soit capable de dormir aussi en tant qu'adulte. On a besoin. En fait, de toute façon, un problème à la base, c'est qu'on est obligé de travailler, qu'on est sur un rythme avec des nuits continues, etc., et qui n'est pas forcément le rythme physiologique d'un enfant, qui n'est pas capable de faire des nuits d'affilée de manière normalement. Hein. Il y a toujours des exceptions. Il y en a qui, après 2 semaines, font déjà des nuits de 8 heures, mais voilà, c'est super rare et c'est en fait, c'est à la fois pas facile pour les papas de l'entendre et en même temps c'est rassurant, c'est de se dire en fait c'est normal si 6 mois un bébé fait pas ses nuits, c'est tout à fait normal, quoi. Voilà. Mais on aimerait bien. Quels sont les retours des papas qui ont fait cette formation? Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, au niveau des papas, il faut quand même dire qu'il y a 2 types. Il y a donc les papas qui sont fortement déjà informés et qui viennent. Il y en a qui ont déjà un projet de naissance, etc. Mais en fait, la plupart du temps, les papas viennent, ils n'ont strictement aucune question. Ils n'ont pas d'attente. Ils viennent prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et donc, j'ai presque dit que c'est assez facile pour moi, puisque tout ce qu'ils apprennent, ils sont contents de l'apprendre. Et donc ça, mais quand même, ce que j'ai comme retour, c'est qu'ils sont agréablement surpris de tout ce qu'ils ont appris, de ce qu'est de la méthode qui est employée, qui est fort scientifique, basée sur des lectures, et ça leur parle souvent. Et mais voilà, là j'ai peut-être aussi moi-même un travail à faire, à les rechercher, parce qu'une fois, moi je les vois surtout du coup avant la naissance, et après ils sont lancés, et ce serait pour moi intéressant d'avoir un petit peu des retours de ces papas-là. J'en ai eu quand même quelques-uns, notamment en fait des papas, tout simplement, mais de manière indirecte, tout simplement des papas qui ont conseillé les ateliers papas à leurs proches, voire qui inscrivent, qui offrent ça comme cadeau, en quelque sorte déjà comme cadeau de naissance, mais à l'avance, à des amis à eux en disant voilà, je t'offre un atelier papa, et donc là je le vois comme voilà, pour moi c'est une reconnaissance et me dire que ça leur plaît, quoi. Je voulais te demander également, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris chez les pères depuis que tu as commencé, des choses que tu ne t'attendais pas?
Oui, très vite, en fait. Donc, généralement, pour les ateliers en présentiel, il y a toujours un petit atelier pratique. Voilà, ça apporte quelque chose de convivial. En même temps, on peut continuer d'échanger sur différents sujets. Et lors de l'atelier portage, ben, évidemment, j'ai un petit poupon, quoi. Et, et je le faisais passer, enfin, pour qu'il le mette, c'est du portage en écharpe ou simplement les prises en bras, comment est-ce qu'on porte un bébé dans ses bras. Et en fait, rien que là, je me suis rendu compte que ben, la plupart n'en avaient en fait jamais porté de bébé de leur vie. Et rien que prendre ce poupon dans les bras, j'ai remarqué quelque chose quoi, dans leurs yeux, dans leur euh, il se passait quelque chose, quoi. Elle dit, ah ouais, ok, c'est comme ça. Et il y a vraiment cette authenticité, c'est le fait de un peu de s'imaginer. Et donc là, je me suis dit, et moi, ça m'a tué. J'avais pas pensé à ça, quoi, de se dire qu'en fait, ceux qui venaient n'avaient parfois jamais porté un seul bébé dans les bras. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose Peut-être qui m'a une frappé. réalité. Ça devient vrai. Ça Ouais, devient réel. ça devient réel, tout à fait. Donc là, c'est quelque chose c'est une image qui m'a marqué de voir ses papas, lors du premier atelier, de voir ses papas un peu émus et mal à l'aise, vraiment emportés, alors que je dirais, il faisait tomber le poupon, c'était juste un poupon, mais on sentait quand même toute cette attention, cette fragilité. Voilà, ça, c'est une image qui m'a marqué. Et puis sinon, ce que je remarque, c'est maintenant, voilà, des papas qui viennent en étant déjà de plus en plus informés, qui ont déjà lu euh, pas mal de livres. Et donc, ben voilà, il y en a qui n'ont rien lu, qui connaissent absolument rien. Et puis, il y en a qui sont déjà fortement informés. Et ça arrive de plus en plus. Voilà. Et je me demandais, est-ce que tu as des statistiques intéressantes à nous partager, des choses qui Oui, moi, pourraient être intéressantes pour nos auditeurs? moi, une petite statistique qui vient justement d'une étude britannique qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, c'est un petit échantillon. Mais voilà, qu'il y avait, selon une étude, il y a un tiers des papas qui regrettent d'avoir assisté à l'accouchement. Donc, c'est pas juste qu'ils sont peut-être un peu déçus ou qu'ils s'attendaient à mieux. Ils regrettent d'avoir assisté à l'accouchement. Après coup, ils se disent qu'ils auraient préféré ne pas être là. Et c'est quand même fort, quoi. Et pourquoi ils voulaient pas être là? Ben, il peut y avoir plein de raisons différentes, mais typiquement, en fait, c'est de se dire, mais en fait, ils ont vu parfois les entrailles de leur femme se déchirer. Ça peut être pour eux un traumatisme. Il y en a parfois, c'est les papas qui n'ont plus envie, plus besoin de rapports sexuels parce qu'en fait, il y a eu une sorte de traumatisme lors de l'accouchement. Et puis, donc souvent, ils étaient pas préparés. Il y en a, c'est simplement la vue du sang. Il y en a qui s'évanouissent à la vue du sang. Ils s'attendaient pas à voir ça, ou ils s'attendaient à voir le bébé bien plus joli que ça. Voilà. Et puis, voilà, ça c'est pour moi les raisons principales. Et puis, sinon, il y en a qui se sont sentis vraiment, voilà, l'étude continue en disant qu'il y a 48% qui voulaient soutenir leur femme, mais qui n'étaient pas préparés. Ça m'attendait même encore à plus. Et ça m'étonne pas du tout. Il y a 90% qui sont sentis inutiles, nerveux et submergés. Et donc, voilà, ça c'est aussi, voilà. On est là, mais on ne sait pas quoi faire. On a l'impression de servir à rien. Et, donc, voilà, c'est une difficulté pour les papas. Alors là, c'est intéressant parce que souvent, les mamans, on trouve que les papas ont été géniaux, c'était super qu'ils soient là. Et les papas disent, mais j'ai rien fait, je servais à rien, moi, j'étais juste là. Et en fait, mais c'est tout con à dire, mais en fait, c'est juste ça, finalement, la clé de la présence du papa à l'accouchement, c'est être là, mais c'est être présent. C'est pas du savoir-faire, c'est surtout du savoir-être, avec encore d'autres subtilités. Mais le premier truc, c'est vraiment ça, c'est dans le savoir-être au lieu d'être dans le savoir-faire. Oui, absolument. Et puis, une autre statistique qui m'interpelle parce que de nouveau, on parle souvent de la dépression du postpartum chez les mamans. Hein, on parle de 12 à 15%, enfin, selon la définition, selon les études, etc. Et en fait, on remarque que chez les papas, c'est exactement le même taux. C'est juste que voilà, ça peut prendre des formes, des couleurs différentes. Donc, ça va plutôt être des papas qui vont fuir le nid familial, se réfugier dans le travail. Mais voilà, très clairement, la dépression du postpartum atteint également les pères et dans les mêmes proportions que les mamans. Ouais, c'est intéressant à savoir parce qu'au final, la dépression, tu peux pas forcément savoir ce que c'est jusqu'au moment où
ou bah ça va vraiment pas, tu vas voir un médecin. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'en parler à ce moment-là. Est-ce que tu en parles pendant tes formations, des signes Eh de ben, donc là, dépression ou des choses comme ça? oui et non, dans le sens, donc quand je fais, donc j'ai parlé donc, que j'avais les ateliers en présentiel ou que je n'organisais pas moi-même. Et donc là, c'est un atelier généralement de 2 heures ou 3 heures et on n'aborde pas ces thèmes-là ou alors vraiment juste on les survole. Et dans les ateliers en ligne, après le premier atelier donc qui dure 2 heures, ben, j'invite ceux qui veulent continuer à faire deux autres ateliers, enfin un à la fois. Hein, ils s'engagent pas à faire les 3 ateliers. C'est vraiment eux en fonction de leur envie, du temps qu'ils ont, etc. Et donc là, il y a effectivement le second module, on parle surtout des dépressions périnatales, hein, donc aussi le baby blues, la psychose puerpérale, voilà. Et on parle aussi, il y a d'autres, enfin, là-dedans, on parle aussi d'autres choses, de l'allaitement. Mais voilà, donc là, on a vraiment un module où on parle fortement de ça, oui, tout à fait. Et puis voilà, si on peut continuer, le troisième module, là on va parler plutôt des nuits des bébés, de la nuit, des particularités du sommeil de la femme allaitante, et on va parler un petit peu de parentalité. Donc là, on se projette un petit peu plus loin. Quelles sont justement les clés de la parentalité? On parle beaucoup de parentalité positive. Voilà, quels sont les bonnes quelques trucs et astuces pour éviter de crier, d'arriver plus facilement à voilà, une éducation agréable avec ses enfants, sans passer par des violences éducatives ordinaires, etc. Quoi. Voilà, ça c'est. Et puis encore d'autres thèmes qui peuvent être abordés, mais c'est vraiment la parentalité et la paternité sont vraiment des sujets tellement larges qu'on pourrait y passer des mois, hein, mais voilà, on a 24 heures dans une journée et le but c'est aussi un peu d'être présent justement avec sa femme et son enfant, donc de ne pas passer sa vie dans les ateliers. Ouais, non, absolument. Comment est-ce que tu envisages l'avenir dans ce domaine? Est-ce que les hommes se sentent de plus en plus concernés? Comment est-ce que tu imagines dans quelques années ces formations, cette approche au père? Oui, j'espère dans un premier temps que les ateliers pour papa vont prendre de l'ampleur. Et quand je dis ça, je ne parle pas personnellement des miens. Ce serait super que d'autres ateliers soient proposés Cano? par d'autres hommes. Je trouve que Mm. c'est quand même intéressant que ce soit par un autre homme, si ça peut être par une femme, mais là, on sent que c'est quand même quelque chose qui parle, que ce soit un atelier pour futur papa organisé par un papa. Donc voilà, ça j'espère et je sens qu'il y a la place qui est là. Moi, par exemple, je n'ai pas assez le temps. C'est une activité complémentaire, mais je pense qu'il y aurait moyen d'en faire une activité principale ici en Belgique. Hein. Il faudrait le temps un petit peu de se faire connaître, etc. Parce que pour le moment, c'est peut-être ça le problème, c'est voilà, c'est assez récent et voilà, c'est pas du tout encore dans les habitudes, quoi. Les gens des ateliers papa, ça n'existe tout simplement pas. Donc les gens n'y pensent pas et n'y vont pas. Donc j'espère que ça va un peu se faire connaître et voilà, que ça prendra de l'ampleur. Et puis si en plus, voilà, ça c'est un des combats que beaucoup d'associations mènent et que je soutiens pleinement, c'est l'allongement du congé de paternité. Pour moi, là, c'est vraiment à ce moment-là que le gap va se creuser. Quand une fois que la maman reste avec le bébé, va commencer à s'occuper de tout ce qui est soins, des rendez-vous médicaux, etc. Et voilà, et le papa perd le fil. Et la maman prend la charge mentale. Ouais, les rôles sont définis de façon beaucoup plus tranchée. Oui, C'est absolument. ça, donc tranché, genré. Et donc, voilà, ça, j'espère qu'on va. En Belgique, ça s'allonge. En France, ça s'est allongé. Ouais. Voilà, c'est chaque fois des petites victoires. On se dit, ben voilà, ça allonge, c'est toujours pas suffisant, donc il faut continuer le combat. Mais voilà, on prend chaque allongement déjà comme une victoire et puis on continue le combat. Est-ce que tu envisages de faire des formations pour d'autres tranches d'âge d'enfants? Je pense 5 à 10, 10 à 15, etc. Ou est-ce que... Oui, franchement, j'ai suivi une formation, un atelier d'un week-end justement sur la parentalité,
nous étions, et c'est ma femme qui m'avait poussé, qui nous avait inscrits, donc dans les schémas dont je parlais au début. Ça arrive aussi au meilleur, hein, si je vois. Que personne ne doit se sentir. Je n'ai certainement pas la prétention de dire que je suis meilleur, mais c'est vrai que voilà, c'est finalement par après, parfois qu'on se rend compte de tout ça. Et donc lors de cet atelier, à la fin, on était comme ça, je ne sais plus combien de parents, on n'était pas beaucoup, hein, c'était voilà, un atelier d'un week-end avec des formateurs sur justement, on va dire, la parentalité positive. Et à la fin de cet atelier, il faut dire que les autres parents étaient des parents d'enfants plus âgés, hein, de 8 ans, de 12 ans, de 16 ans. Et nous, on venait là plutôt justement pour se former. On avait déjà des questions, etc. Mais on était parents vraiment de jeunes enfants. Je crois que notre aîné, peut-être 2 ans, je ne sais plus. Voilà, pas très âgé du tout. Et à la fin de cet atelier, donc, tous les autres parents quasiment sont sortis de là en pleurs. C'était vraiment une image forte, quoi. En disant, mais en fait, c'est vraiment quel dommage que j'ai pas eu tous ces outils avant. Il y en a qui ont l'impression d'avoir raté une partie de leur vie, une partie de leur parentalité, d'avoir manqué des chouettes moments de vie avec leurs enfants, et ils se disent, mais si j'avais suivi des formations avant, ça aurait sans doute changé, ça aurait vraiment pris toute une autre couleur, quoi. Et donc ça m'a vraiment marqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'invite les papas. Pour le moment, en fait, quand je leur parle de parentalité, c'est encore trop loin, quoi. C'est trop difficile, mais je leur mets vraiment bien ça dans un petit coin de la tête. Voilà, je leur conseille un livre en disant achetez-le. Voilà, il y a un livre que j'aime vraiment beaucoup justement qui s'appelle Parler pour que les tout petits écoutent. Et puis après, il y a d'autres livres qui continuent justement pour les plus grands, pour les frères et sœurs, pour limiter les rivalités, etc. Et il y a des gens qui donnent des ateliers là-dedans. Et voilà, j'espère que ça conserve un petit peu des petites graines, et que les papas que j'accueille lors des ateliers liront ces livres ou iront à ces formations, parce que pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens, quoi. Ouais. Alors, moi, je vais en donner. Ça, c'est pas prévu à l'heure du jour. On y a déjà pensé, honnêtement, avec ma femme. Et alors, il y a aussi des groupes de parole un petit peu là-dedans, des ateliers on va dire, qui se donnent de manière informelle entre parents qui se décident de se réunir sur ce thème-là dans différentes villes. Et donc voilà, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, surtout que je pense que moi, mes enfants, donc l'aîné à 7 ans, c'est intéressant, je crois, par exemple, si les parents vont venir avec des questions par rapport à l'adolescence, je pense que c'est intéressant de l'avoir vécu pour pouvoir en parler et donner des conseils. Absolument. Ouais. Ça me fait penser, cette idée, tu parles très souvent, à plusieurs occasions dans notre conversation, de projets d'enfants. Et j'ai interviewé Loïs Coltel qui parlait de contrat parental en donnant des conseils aux parents qui veulent devenir parents, de s'asseoir et de discuter de ce projet parent. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée, et qu'au final, personne ne le fait. On a cette envie parce on sent peut-être la pression ou le temps passe, et on a le besoin d'avoir des enfants, mais on n'a pas vraiment réfléchi à ce que ça voulait dire, aux valeurs qu'on voulait inculquer, etc. Ça me fait penser à ça, donc je voulais te le partager. Oui, mais je trouve ça tout à fait pertinent. C'est vrai que moi, j'en parle sur un autre aspect, mais ça rejoint vraiment ça. Et je pense, peut-être, je ne sais pas ce qu'il en dirait, mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi d'abord se poser les questions soi-même. C'est comme la présence du papa à l'accouchement. On peut en parler directement avec sa femme, par exemple, mais je trouve ça super intéressant de se poser la question d'abord soi-même de qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut être là? Et je pense que ça rejoint un petit peu ce truc-là aussi. Qu'est-ce que je veux en tant que papa inculquer comme valeur, et peut-être avoir d'abord une introspection et penser aux valeurs voilà. Et puis ensuite en discuter. Je trouve c'est super, et ce contrat parental, c'est une excellente idée. On arrive bientôt à la fin de notre entretien, et j'ai quelques questions que je pose à tous mes invités. Donc, est-ce que tu as un conseil pour les papas, de manière générale? C'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est se lancer dès le début.
Voilà, pas attendre. On entend souvent ça, dire bah, de toute façon au départ il fait que téter, il parle pas, j'ai pas vraiment de rôle à faire. Non, allons-y quoi. Il y a plein de choses à faire en fait, même si c'est des petits trucs, mais c'est vraiment comme ça qu'on se lance. C'est changer, c'est donner le bain, c'est porter l'enfant, c'est lui faire des petites doudous, le mettre en pot à pot, aller faire les courses avec lui parler, lui lire des histoires. Il y a quand même toute une série de choses à faire et plus tôt on le fait, mieux c'est aussi bien pour la relation entre le papa et le bébé que pour le couple. Enfin, pour moi, voilà, c'est vraiment essentiel. Et voilà, pour moi, c'est mon gros conseil. Cool. Ouais. J'ai pas envie de dire que ça va résoudre tous les problèmes de la vie, mais c'est vraiment pour moi, se donner les chances de, voilà, augmenter très fortement les chances que ça se passe bien. Je suis d'accord. Est-ce que tu as un conseil pour les mamans qui veulent aider les papas? Oui, on me pose jamais cette question. Je trouve ça super en fait comme question. En fait, c'est tout simplement de leur poser des questions et aussi les aider en fait, à s'impliquer parce qu'on a tous cette tendance, parfois, justement, cette partie-là, je la gère, donc je vais la faire et puis hop, on est parti dans ses habitudes, mais c'est vraiment au départ d'inviter le papa, de faire en sorte peut-être qu'il soit écouté. Si de nouveau, j'ai parlé, si le papa pose une question, de faire en sorte que la réponse soit donnée au papa et voilà de montrer qu'on a envie que l'autre puisse s'impliquer. J'aurais dû mieux préparer à cette question parce que j'ai l'impression que je suis assez peu complet dans ce que je dis, mais voilà, les mamans ont la chance d'avoir un partenaire. Voilà, c'est pas juste une pièce annexe, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est un coparent. Et donc voilà, ouvrir à la discussion. Donc ce contrat parental, ça en fait partie. Et l'impliquer, l'écouter. Mais voilà, mais évidemment, ces conseils sont valables dans les deux sens, quoi. C'est vraiment dans la communication que le couple peut s'en sortir au mieux. Voilà, et pas forcer, quoi. Pas forcer le papa. Voilà, et donc, par exemple, pas forcer le papa à venir à l'accouchement, par exemple. Il y a d'autres solutions. C'est en fait un sujet que j'aborde souvent, c'est cette difficulté où on souhaite que le papa soit impliqué, de manière générale, dans la société. On voudrait que le papa soit fortement impliqué, mais on dit que l'accouchement, et c'est tout à fait vrai, c'est la femme qui décide. Et donc, on a parfois cette tendance à dire, en fait, et qu'elle ne doit pas se laisser influencer par son mari. Mais ça n'empêche pas, évidemment, la discussion, parce que si on veut que le papa soit impliqué, il faut l'impliquer dans la discussion aussi. Si on impose tous les choix, il n'aura pas envie d'être impliqué. Ce sera plus difficile, en tout cas. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a un livre, un blog, une série télé que tu as conseillé à nos auditeurs? Alors, il y a toute une série qu'on peut retrouver sur le site atelierpapa.be. Donc, j'ai parlé de ce livre Écouter pour que tous les tout petits écoutent. Ça, c'est pour la parentalité, de manière générale. Donc, c'est aussi bien valable pour les papas que pour les mamans. J'ai beaucoup aimé le podcast qui s'appelle les couilles sur la table. Voilà, il y a avec différents niveaux de satisfaction, mais je trouve ça super intéressant qu'il y a des podcasts consacrés à la paternité sous le regard du féminisme. Je crois que ça invite, ça ouvre. Voilà, on entend d'autres échos et ça ouvre la réflexion, etc. Voilà. Et j'ai, comme retour des papas, j'en ai pas mal qui me conseillent et qui ont vraiment bien apprécié également. Ok. Et pour terminer, comment est-ce qu'on peut te contacter? Donc, tu nous parlais de ton site. Tu as une page Facebook, un groupe ou... Exactement, il y a une page Facebook, Atelier Papa BE, donc pour Atelier Papa en Belgique. Et puis le site Atelier-Papa. Papa qui veut dire en fait préparation à la paternité, le dernier A qui veut dire active, aimante, agréable, on met un petit peu ce qu'on veut. .be, donc atelier au pluriel, papa au singulier, .be. Et Facebook, le téléphone, tout ce que j'essaie d'être le plus disponible possible pour répondre aux questions. De toute façon, on va mettre tous les liens dans la description. Génial, et tu parlais tout à l'heure que tu avais aussi une activité autour des listes de naissance? Oui, on cherchait lors de la naissance de notre premier enfant une liste qui permettait de sortir du côté très commercial des listes de naissance. On n'avait pas
on avait un discours. De nouveau, on a discuté, ma femme et moi, et c'est super chouette parce qu'on a trouvé une solution. C'est vraiment, pour moi, c'est un exemple type de ce à quoi il faut arriver. Donc, ma femme ne voulait pas de liste de naissance. Elle disait non, c'est trop commercial. J'ai l'impression de pousser les gens à acheter des trucs, à les forcer à dépenser de l'argent. Je suis mal à l'aise avec ça. Et moi, j'étais avec un autre point de vue, en train de me dire, mais moi, je voudrais vraiment. Ce que je veux pas, c'est qu'on nous achète des trucs inutiles, quoi, qu'on se retrouve avec 250 doudous roses, ça m'intéresse pas, et donc je préfère qu'ils puissent faire des choix dont on sait que ce sera utile, quoi. Et on a discuté, et finalement on s'est dit, en fait, ce qui serait super, c'est de pouvoir proposer à nos proches qui nous rendent service, et qu'ils ne doivent pas forcément acheter, mais qui puissent venir nous avec des petits plats qu'ils ont fait eux-mêmes et qui nous mettent au surgélateur ou qu'on mange ensemble. À cette époque-là, c'était encore possible d'inviter facilement des gens qui partagent un petit déjeuner. Peu importe. Et on a vraiment mis ça en place. On a proposé aux gens aussi de venir repeindre la chambre, de tondre le jardin, repasser une malle de linge, aller faire une fois les courses. Une fois qu'on a eu le second, avec des heures de babysitting. Et donc, mais voilà, comme ce service-là n'existait pas en ligne, je me suis mis à coder un site au départ que c'était vraiment juste pour ma fille. Et puis, des amis ont trouvé le concept super, donc j'en ai fait pour des amis, pour d'autres amis, etc. Et finalement, j'ai remarqué qu'il y avait une demande, qu'il y avait un intérêt pour ces listes de naissance un peu alternatives où on peut très bien proposer donc des objets très classiques et donc où les gens vont payer, hein, et en plus, mais voilà, tout ce côté service qui rend un côté humain à la liste de naissance, et ça, c'est quelque chose aussi, d'ailleurs, j'aborde avec les papas. Si on demande qu'est-ce qui vous a manqué le plus dans les premiers mois qui ont suivi la naissance, mais il n'y a jamais quelqu'un qui dit, mais c'était le chauffe-biberon à trail, ou c'était le super aspirateur 3000, ou le tire-lait automatique. Non, c'est tout le temps des besoins. Moi, j'ai besoin de temps pour moi, j'avais besoin de me reposer, j'aurais voulu qu'une femme de ménage vienne tous les jours, j'aurais voulu qu'on ait des bons repas au lieu de dégeler des pizzas à la dernière minute. On est vraiment sur des besoins primaires comme ça, et donc de nouveau, pour moi, en discutant avec ma femme, on arrivait à ce genre de liste. Maintenant, ça existe en ligne, donc ça s'appelle au-list.net. Et voilà, c'est le seul service en ligne qui permet justement donc de créer sa liste de naissance où on peut mettre des services. Super idée, super idée. On va mettre tout ça de toute façon dans la description. Fabien, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de me parler et je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Mais c'est moi qui te remercie, un tout grand merci, c'était très chouette. Bonne continuation et à bientôt, j'espère. Oui. À bientôt, bye. Et pour vous qui avez écouté ce show jusqu'à la fin, je vous remercie. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Il y a des millions de podcasts et vous avez choisi d'écouter celui-ci et je vous en remercie très chaleureusement. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des sorties des prochains épisodes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. J'offre des formations de qualité et sans bullshit pour les pairs. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site truenorthodyssey.com où vous pourrez rejoindre la communauté exclusive sur Facebook pour les pairs. À bientôt.